Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Confidence pour Confidence. Après jour de marché et le remplacement, notre invité du jour nous emmène en voyage à Bristol avec Bye Bye Bird aux éditions Verdier. Retour dans les années 60 en compagnie du jeune Paco, parti pour un séjour linguistique sur un fond de Rolling Stone, les Moody Blues et les Animals. Un vent de liberté souffle sur une jeunesse anglaise, avide et impatiente de s'affranchir du carcan du traditionnalisme des familles. C'est drôle, tendre et truculent. Bonjour François Garcia. Bonjour. Alors, Bye Bye Bird, pourquoi ce titre en anglais ? Alors, Bye Bye Bird, parce que c'est au revoir à l'enfance, et que Bye Bye Bird était un succès en rhythm and blues qui était plus connu en France. C'était un morceau des Moody Blues, et ce morceau Bye Bye Bird des Moody Blues était plus connu quasiment en France qu'en Angleterre. Donc c'est un pont un peu entre cette mode pop qui surgit en Angleterre dans les années 63, 64, 65, et la France qui voyait assez souvent passer ce morceau alors que les Moody Blues n'étaient pas au premier plan dans la culture pop anglaise de l'époque. Et je précise aussi que les Moody Blues de l'époque n'étaient pas ceux de Nights in White Satin, mais c'était Donny Lane qui était le chanteur et qui était très rhythm and blues et qui était dans le même mouvement, si vous voulez, que tous ces groupes qui ont surgi en 65 notamment, quoi. Oui, on verra un petit peu plus tard, effectivement, que votre roman Bye Bye Bird inclut beaucoup de musique. C'est vraiment sur ce fond très années 60, et puis un petit peu vers les années 70. Et je voulais parler également de votre image de couverture en noir et blanc, où on voit des jeunes sur des Vespa habillés plutôt donc à la mode des années 60. Quelle relation vous faites entre cette photo de couverture et votre titre ? Alors justement, c'est parce que ça accompagnait les Moody Blues de l'époque, accompagnait cette période qui s'est fortement développée à partir de 1963, où il y a eu une vulgarisation de ce mouvement des mods, les modernistes, c'est-à-dire modern jazz. C'était une élite qui, à la fin des années 50, a décidé de contester un petit peu certaines valeurs de la traditionnelle société victorienne, à savoir contester un petit peu, la rigueur par rapport aux mœurs sexuelles. Il faut savoir que l'homosexualité était interdite encore jusqu'en 63, mais que jouant sur les ambivalences, et donc sur l'adolescence. Et tout ce mouvement mods, là, la photo que vous voyez, ce sont des jeunes mods qui sont qu'on a souvent opposés aux rockers, les tenants du rock et des motos. Là, ce sont les mods, et c'est tout un mouvement, un mouvement adolescent qui a contesté les valeurs un peu traditionnelles anglaises, et il n'y avait pas d'ascenseur social, ou pas suffisamment, et ces jeunes ont contourné un petit peu plutôt qu'ils se sont affrontés à ces valeurs, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que découvre le jeune Paco, qui fait la découverte de ce milieu grâce à son correspondant, qui est en pleine révélation de cette révolution. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce mouvement de la contre-culture a été un des éléments, et c'est pour ça que je me suis attardé un peu sur ce séjour anglais, c'est-à-dire ça a été un des mouvements qui, dans les années 60, ont amené à une révolution sociale. C'est-à-dire tout à fait, oui. Voilà, et donc ça, alors, il faut le dire. Voilà. Pour en revenir justement, vous parlez de l'histoire. Donc le personnage principal, Paco, qui part en séjour linguistique à Bristol. Alors qu'est-ce qui va lui arriver à Paco ? Alors Paco a une double découverte. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne partait pas à l'étranger comme maintenant. Si vous voulez, quand les adolescents avaient un copain qui était allé visiter Paris, c'était déjà magnifique. On ne voyageait pas autant. Mais il y avait... Oui, donc là, c'est la grande aventure. Voilà, c'était l'aventure. Et une immersion dans un milieu... les familles européennes étaient, beaucoup plus différenciées que maintenant. C'est-à-dire maintenant,
maintenant, il y a quand même une homogénéité de la société de consommation qui fait que... Mais à l'époque, quand un jeune adolescent arrive dans une famille anglaise, il y avait beaucoup de choses étranges. Et là, il est plongé dans la famille d'un militaire, puisque son père est capitaine des pompiers, le père du correspondant. Le Malcolm. Donc, voilà, le fameux Malcolm. Et donc, en fait, il y a une rigidité, une austérité même dans cette famille anglaise. Et par ailleurs, donc déjà, il y a cette différence, il y a cette initiation, cette découverte. Et puis, par ailleurs, il découvre, grâce à Malcolm, qui est en pleine révélation de la pop culture, les groupes, et notamment, il y a des groupes dans le quartier qui s'essaient, qui commencent à faire leur début. Et puis, il l'emmène voir au cinéma des Scopitone avec les Animals, les Small Faces, qui étaient un groupe assez important au point de vue représentation de la mode, à l'époque, justement. Voilà. Les Who, des groupes comme ça. Donc tout ça lui fait une explosion et on va voir que ça va l'amener à plein d'initiations puisque tant au niveau des premiers émois érotiques que des découvertes musicales et même certains produits illicites qu'il va être amené à découvrir dans la boîte de nuit où il est entraîné par des aînés. Oui, cette fameuse scène de la boîte de nuit qui est assez drôle, assez mémorable, où il se laisse effectivement emporter. Et dès le départ, on peut aussi parler de cet aspect qui est très drôle dans votre roman. Dès le départ, vous donnez le ton avec des personnages qui sont bien campés. Monsieur Ray sur le côté très très british, et Madame Darty Long. Qui dès le départ à l'aéroport en a égaré le fameux Le Flanquin. Et donc, en fait, si vous voulez, ce sont des scènes, quand même, le comique est assez présent dans ce livre. Je dirais que on rit beaucoup dans c'est peut-être pas à la hauteur de dire que mon livre est drôle, mais enfin, je veux dire quand même, c'est sans doute en tout cas le plus humoristique de mes livres, et le moins tragique. Et alors, il y a deux sortes d'humour. Il y a cette dérision qu'a l'auteur par rapport à ses déconvenus et toutes ces aventures qu'il traverse. Et puis, il y a donc ces scènes burlesques, donc tout ça comique de situation, où elle a perdu un des élèves. Ensuite, on verra que tous ces collégiens, quand même, sont assez subversifs et vont faire beaucoup de transgressions. Voilà. Et d'autre part, il y a aussi un humour qui est important et qui se perd maintenant un petit peu, mais c'est celui du fou rire collectif, et à travers lequel les collégiens anglais et français se retrouvent finalement dans une libération de tout ce qui les contraint. Et on voit qu'il y a plusieurs scènes de fou rire qui sont entraînées par, une précipitation de la scène, et c'est là que le style et l'écriture comptent beaucoup. Tout à fait, oui, la frasque et les exploits comment s'appelle-t-il, Duchemin, voilà, oui, à un moment donné. Le fameux Duchemin. Alors, je voulais juste lire pour nos auditeurs le petit passage, comme une mise en bouche de début, où Madame Darty Long, justement, notre accompagnatrice, déchiffrait une liste, s'affolait, recomptait. Il lui en manquait un à coup sûr. Wait, pas de panique. Elle se retenait, Darty Long, sa responsabilité en jeu. Elle recensait, cochait case après case. Ça commence bien, elle a gémi. Ses collègues british s'étaient approchés, perplexes, exhibant un air ennuyé qui ressemblait à de l'indifférence. Tous les ans, cher ami, il vous en manque un, a souri un grand type impeccable, Ray sur le côté. Je trouvais, etc. Après, bien évidemment, la panique s'empare de Madame Darty Long. Donc là, il y a des passages assez, on va dire, truculents, succulents, effectivement très, très drôles. Et forcément, pour ceux qui ont fait des séjours linguistiques, on s'identifie un peu à votre personnage. Est-ce que Paco, c'est vous ? Alors justement, c'est mon narrateur, c'est-à-dire c'est mon double si on veut, mais c'est mon narrateur. Et justement, puisque vous évoquez, ça permet à une mémoire individuelle, donc puisque la mémoire collective passe par cette mémoire individuelle du narrateur, par ce filtre, si vous voulez, de reconstituer une réalité qui est une mémoire collective. C'est en ça, d'ailleurs, que Paco est un peu en retrait. Il ne prend pas position, il est un peu, il faut que ça reste, que le narrateur, sa position soit assez fluide pour que chacun puisse se reconnaître ou broder sa propre histoire ou ses propres souvenirs, reconstituer ses propres souvenirs,
à partir de cette évocation. Ça, c'est important dans tous mes livres, et c'est comme ça que ce livre aussi... C'est trop bien fait, en tout cas, effectivement. Voilà, et c'est comme ça que ce livre communique avec les autres livres. Chaque livre est un espace-temps, même si maintenant cette expression est un peu galvaudée, mais c'est ainsi que on peut voir des personnages, des lieux ou des circonstances qui sont au premier plan dans un livre et qui vont être un peu plus en retrait ou aux confins dans un autre livre. Et tous ces livres communiquent les uns avec les autres. Et donc là... Il y a des échos, c'est ça que vous voulez dire des échos, mais c'est toujours cette langue familière ça. que j'utilise. Et là, de la même façon que dans Jour de marché que vous avez évoqué tout à l'heure ou dans Federico, j'utilisais l'espagnol ou les voix du Sud. Là, je mêle un peu d'anglais pour toujours un petit peu alimenter la langue, en fait, et avec un anglais que je dirais scolaire et français, facilement intelligible par un lecteur français, mais qui rend, plus intime la scène pour un lecteur français, quoi, voilà. Oui, tout à fait, on y reviendra un petit peu plus tard sur votre travail, justement, d'écriture qui a été, qui est assez précis, assez rythmé. Et pour l'instant, je vous propose une pause musicale avec une première dans Confidence pour Confidence, un premier live dans des tons folk indie avec Cathy Rode pour sa chanson True Feel Sky. I caught a glimpse of truth, grabbed my coat and ran out in pursuit. Chased it down the busy street, crossed the crowded square, through the market stalls. A shadow slides across the city wall. I wonder how another evening came to fall so soon. How did it get so late? Resist no change, it will not wait. Time is intangible, slipping by silently unseen. Every time I hold you within my sight, you spread your wings, take flight, you fill the sky, truth fills the sky. A thousand eyes accuse 500 fingers tried to wake me, as if I'm reaching for utopia when I only ask for what is right. Justice like mercury escaping through my fingers. Every time I hold you within my sight, you spread your wings, take flight, you fill the sky, truth fills the sky. Truth fills the sky. Dawn breaks, the sky awakes in a dazzling sunrise, banishing the night with pure untainted light. Dusk falls, the sky sleeps in a shimmering sunset. Or maybe the stars will shine against the dark decline. And so it goes round again. Every time I hold you within my sight, you spread your wings, take flight, you fill the sky. Every time I hold you within my sight, you spread your wings, take flight, you fill the sky. Truth fills the sky. Truth fills the sky. Truth fills the sky.
Feel Sky, interprété et composé par Cathy Rhode. C'est La vérité s'enfuit dans le vent. C'est un peu comme ça, oui. C'est comme la vérité, c'est un grand nuage qui tombe dessous nos yeux. C'est pour... je crois que un monde juste et égal, c'est tout à fait possible, mais les hommes politiques, les grandes entreprises, la média nous convaincent que ce n'est pas possible, nous sommes bloqués, tout ça, et ils essaient de nous convaincre que les choses comme la vente des âmes, l'argent plus important que l'environnement, etc. Et nous sommes un peu... vous savez, bloqués dans leur vérité plutôt que notre vérité. Dans une vérité plus générale, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Dans une vérité générale, c'est ça? Oui, très général, mais aussi, oui, les choses spécifiques. Je pense que tout le monde est au courant. On sait ce qui ne va pas dans le monde, mais on ne sommes pas... on est un peu trop démoralisés pour agir. Ouais. Et justement, vos chansons parlent d'émotions, de comportements humains qui expriment, comme vous dites, le malaise et la protestation contre notre société moderne. Ouais. Et votre dernier album, Howl, est d'ailleurs plutôt qualifié de provocateur. Oui, en effet, dès le début, parce que le titre c'est un peu beatnik. Howl, c'était un poème de Allen Ginsberg, mais aussi Howl, ça décrit le vent et l'orage et tout ça, et tout qui agite dans la vie, et oui. On vous compare d'ailleurs souvent à des artistes comme Nathalie Merchant et Patti Smith, car vos compositions sont plutôt folk indie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire indie? Indie, c'est en effet, c'est indépendant. D'accord. Alors, c'est un peu libre, oui, c'est folk, mais c'est pas folk dans le sens traditionnel. C'est un peu rock, un peu blues, un peu... je ne sais pas. Je ne sais pourquoi. Merci, Cathy. Merci beaucoup. De votre participation à Radio CHU. Alors, je voudrais juste rajouter que Cathy Rhode est arrivée à Bordeaux en 2006. Mais avant d'arriver à Bordeaux, elle est passée sur plusieurs salles londoniennes. Et que le 28 avril, elle sera au Paul Place, et on peut dire peut-être... Non. On n'en rajoutera pas plus. François Garcia, est-ce que vous connaissiez Cathy Rhode? Non, honnêtement, je la découvre, mais avec un grand plaisir, et je dirais pour 3 raisons. D'abord, la beauté de sa voix. Vraiment, je suis admiratif, et je vous le dis du fond du cœur. Ensuite, puisque je parlais tout à l'heure de mémoire individuelle qui rejoint une mémoire collective, voilà que ces mélodies, ces ballades rejoignent ma mémoire qui est partielle de cette époque-là, mais puisque tout à l'heure nous en parlions, je pense à l'écoute que j'avais à l'époque de Bob Dylan, de Donovan, et aussi de Cat Stevens au début, voilà, que j'aimais beaucoup à l'époque. Et je me souviens avoir assisté à son premier enregistrement radiophonique en France, et on lui avait demandé ce qu'il allait chanter. Il a dit My Lady d'Albanville, et à l'époque il n'était pas très connu, et donc je vous souhaite le même succès qu'il a eu ensuite. Et voilà, et donc je trouve que ces mélodies sont magnifiques. Ensuite elles se prolongent dans des références que je n'ai pas musicales, mais bravo, voilà. Et pour en revenir à votre roman Bye Bye Bird aux éditions, donc je rappelle Verdier, vous avez fait un vrai travail d'écriture, en particulier sur le rythme. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, de la même façon que je pouvais avoir une scansion un peu particulière avec d'autres livres, par exemple, je pouvais des fois avoir comme ça un fond de rythme flamenco dans certains livres, ou les chansons populaires de Garcia Lorca. C'est pas pour rien que je m'appelle Garcia et que mon héros s'appelle Lorca. Mais en fait, là, c'était, comment dire, pour mettre en accord
avec les situations et les scènes, et aussi le sujet traité. J'ai essayé d'accompagner un petit peu par ce son du rhythm and blues et de la pop, de la British pop en fait. Certaines phrases et certaines scènes. Voilà, et donc ça donne un rythme à certaines scènes. Tout à fait, il y a un rythme endiablé même, puisqu'il y en a une où il y a 19, j'ai compté 19 lignes, page 81. Tout à fait, c'est possible. Et donc c'est une articulation de mon écriture, mais que l'on retrouve dans les autres livres différemment. Disons que là, sa spécificité, c'était, l'introduction un petit peu de la langue anglaise, mais pas de façon majeure, mais juste, une suggestion de ce que j'appelais tout à l'heure cet anglais scolaire accessible aux Français. Oui, tout à fait, comme j'ai lu tout à l'heure, des wait, des petites interjections presque. Oui, voilà, des petites phrases communes de la vie courante anglaise. Voilà. Et ensuite également, en fonction des scènes, un rythme un peu qui est... vous dites endiablé, il est endiablé des fois, par exemple, il y a Impatient aussi, j'ai trouvé. Par exemple, il y a un air qui s'appelle Baby Please Don't Go, qui est un rhythm and blues. Bon, je ne vais pas vous le chanter, je chante moins bien que Katie, mais il y a ce rythme comme ça, si vous voulez, qui accompagne la phrase, qui rythme la phrase. Et puis d'autres scènes qui sont dans un parc, qui vont décrire un paysage, n'ont pas besoin de cet accompagnement rythmique. Oui, on voit qu'il y a un apaisement. Et donc, à ce moment-là, il y a plus de classicisme et moins de musique, ou moins de musicalité, si vous voulez, pour accompagner l'écriture. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est un travail, si vous voulez, sur l'écriture qui est important, parce que je veux dire par là que si je raconte l'histoire d'un jeune Français qui se rend en Angleterre avec une écriture un peu banale, je veux dire par là, on ne va pas toucher le lecteur. Donc chaque fois, il faut que le lecteur soit au plus près de l'émotion que veut faire ressentir le narrateur. Le rythme accompagne l'histoire en même temps. Donc c'est en ça que, si vous voulez, mon ambition, c'est un peu d'écrire des romans classiques dont la modernité serait appelée, consacrée par un travail sur l'écriture. Et donc j'ai une langue assez orale, assez rythmée, et qui se nourrit un petit peu de beaucoup de langues. Par exemple, au début, Jour de marché, ça a été mon premier projet. Je voulais parler d'un Bordeaux populaire. On parle toujours de Bordeaux, ville bourgeoise, mais moi j'ai connu et j'ai grandi dans un Bordeaux qui était plus populaire et qui était nourri de plein de langues venues de l'Espagne, venues d'Italie, venues du Sud aussi, de régions comme les Pyrénées, les Landes, la Dordogne, que sais-je. Et tous ces langages... Cette musicalité qui vous comme habite. Ça alimenter la langue. Oui. Parce que sinon, il faut que la langue française reste vivante. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter des termes anglo-saxons. Ça fait vivre la langue, au contraire. Et on la partage. Tout à fait. Une langue, c'est quelque chose, rappelons-le, pour nos auditeurs, c'est quelque chose de vivant et qui est toujours en mouvement. C'est pour ça aussi que mon titre s'appelle Bye Bye Bird. Et j'ai eu des titres espagnols, Federico, enfin, qui est issu du Romancero Gitano de García Lorca. Voilà, mais tout ça, pourtant, c'est écrit en français. Alors, ça me fait penser au film aussi, un petit peu à nous, les petites Anglaises, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu les frasques de Duchemin, la découverte de la sexualité pour Paco, les premiers émois. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à nous, les petites Anglaises, c'était un film qui avait, je le dis pour Cathy, qui avait lieu dans les années 60 et où les Français faisaient des voyages et c'était truculent, mais c'était un peu caricatural, c'est-à-dire qu'ils volaient dans les grands magasins, ils flirtaient avec les petites Anglaises, enfin des choses comme ça. Disons que j'ai une ambition par rapport à l'écriture que j'ai évoquée à l'instant, et puis aussi quand même aux émois adolescents, c'est-à-dire à ces incertitudes de l'adolescence. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce mouvement des modes, ce qui a l'air comme ça anecdotique, on se dit, bon, est-ce que c'est intéressant qu'ils attachent autant d'importance à avoir une chemise Fred Perry ou Benjamin ou d'avoir un scooter, etc. Mais en fait, c'était leur référence à eux et comment ils commençaient à prendre une identité. Et alors, une nouvelle identité, donc on voit que c'est vraiment une bascule à ce moment-là. Exactement. Même dans les codes vestimentaires. Voilà, mais par exemple, les Kinks, Ray Davies, le chanteur des Kinks, il revendiquait
expliquait un peu l'ambiguïté sexuelle, la bisexualité, tout ça, ce qui était quand même assez nouveau dans les années 60, vous voyez. De la même façon... dans les familles traditionnelles, même françaises. Voilà, hein. et ces modes qui avaient l'air si chic comme ça, détournaient un petit peu le chic des conformistes, ce qu'on appelait les straights. Et donc, ils aimaient la musique soul noire américaine. Et par exemple, ils amènent avec eux quand même un vent de contestation, puisque là, on a parlé du pacifisme, les mouvements pacifistes des années 60 aux États-Unis. Il y a aussi les marches contre la ségrégation raciale. Tous ces mouvements se rejoignent. Et en France, on a aussi les séquelles de la guerre d'Algérie, tous ces jeunes gens qui arrivent, soit qu'ils ont vécu, soit qu'ils ont exercé une violence dont ils ne se croyaient pas capables, et soit qu'ils l'ont subie. Enfin, tout ça amène, dans ces années soi-disant calmes et soi-disant de prospérité et de tranquillité, à une convergence de mouvements qui amèneront en France 68, aussi en Allemagne, en Italie, tout ça, des mouvements contestataires importants. Oui, on voit que sur un ton, on va dire, rythmé, même un petit peu parfois léger, il y a dans votre roman un deuxième ton plus grave, qui est ces deux aspects sont en parallèle, si je puis dire. Et quels sont, pour finir rapidement, quels sont vos projets, François Garcia ? Alors, mes projets, je continue un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire à circuler un peu dans des espaces-temps comme ça, mais j'en ai pas fini peut-être avec ces années 60. Dans la vous mesure, restez encore un peu dans les années 60. Je viens d'évoquer beaucoup de mouvements et toute cette jeunesse qui a pris le pouvoir un peu, parce qu'avant, les adolescents n'avaient pas le pouvoir. Ils s'habillaient comme leurs parents, on leur demandait pas. Ils pouvaient faire quelques bêtises à l'adolescence et après, ils attrapaient un métier. Ils prenaient un métier en fonction de leur classe sociale, et notamment en Angleterre. Et en fait, où les cloisons, quand même, les classes sociales étaient très cloisonnées, quoi. Et donc, ils ont changé ça, et il y a eu cette émergence d'un pouvoir, de ce qu'on a appelé, à partir de ce moment-là, les jeunes, quoi. Mais il y a et justement, ces jeunes, là, je évoquais les mods, ceux qui étaient des classes populaires se sont facilement dirigés vers les hard mods et ensuite vers les... c'était, les crânes rasés, les skinheads. Pardon, excusez-moi. Et puis ensuite, par contre, les classes, comme quoi il y a quand même encore une classification dans ces mouvements subversifs, se sont plutôt dirigés vers le flower power, tout ça, et vers la contestation, mais un peu réfléchie et articulée, quoi. Et notamment dans les universités américaines et tout ça, quoi. Je vous remercie, on arrive à la fin de notre émission Confidence pour Confidence. Vous pouvez retrouver Cathy Rolls avec son dernier album Howl, et François Garcia, Bye Bye Bird aux éditions Verdier, dans toutes les librairies de France et de Bordeaux. Je vous remercie à tous les deux et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Confidence pour Confidence. À très bientôt. Merci. Bon après-midi sur Radio CHU.